commence une nouvelle séance du GT Il y a des jeux. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Carole Adam. Alors, Carole Adam est maîtresse de conférence aux Ligues à Grenoble, dans l'équipe Steamer. Et elle travaille sur la modélisation cognitive au travers de simulations multi-agents. Et donc aujourd'hui, elle va nous elle va nous présenter un certain nombre de simulations, de travaux relatifs à des simulations, notamment en ce qui concerne des situations d'urgence. Et voilà, donc je vais lui laisser la parole. Peut-être tu peux, Carole, te présenter un petit peu mieux que je ne l'ai fait, parce que c'était quand même très basique. Et puis voilà, c'est à toi. Ok, merci Christophe. Bonjour à tous. Donc, comme Christophe l'a dit, je suis maîtresse de conférence aux Ligues à Grenoble, à l'Université Grenoble-Alpes, dans l'équipe Steamer qui fait de la géomatique, de la visualisation d'informations et aussi maintenant de la simulation. C'est assez nouveau. On s'intéresse à des simulateurs de groupes humains, de sociétés, en particulier pour la gestion de crise, mais pas que. On a aussi un projet, par exemple, pour modéliser l'évolution de la ville du futur, faire une ville plus durable, d'autres modalités de transport, des choses comme ça. Et je travaille sur la modélisation cognitive des agents. Donc, comment ils raisonnent, comment ils prennent leurs décisions en se basant sur des buts, sur des choses comme ça, mais aussi sur des facteurs un peu moins rationnels, sur des émotions. J'ai fait ma thèse sur une modélisation logique des émotions. Aussi sur des biais cognitifs, de l'attachement social, des routines, des habitudes, etc. Donc tout un tas de facteurs au-delà d'une simple prise de décision très rationnelle. Et ça va s'avérer d'autant plus important pour de la gestion de crise où il y a du stress, où il y a de la pression et où on ne va pas forcément prendre une décision très, très rationnelle. Alors avant de continuer, je vais partager mes diapos, ce qui veut dire que vous ne me verrez plus. Tac. Est-ce que vous voyez bien les diapos? Écoute, très bien, ça passe parfaitement. Alors c'est parti. Donc je vais parler aujourd'hui en particulier de simulation interactive pour la gestion de crise. Donc la gestion de crise, qu'est-ce que c'est? On a différents types de crises, on en a de plus en plus. On est en ce moment en plein dans une crise sanitaire. Il y a aussi tout ce qui est désastres naturels, des inondations, des incendies, des tremblements de terre. Ça peut être une attaque terroriste, ça peut être un accident industriel. Mais il y a des caractéristiques communes à toutes ces crises. Ce sont des événements peu fréquents, voire rares, qui vont nécessiter d'adapter les plans à chaque fois. On peut avoir des plans à l'avance, mais chaque crise va avoir des paramètres légèrement différents. Ça va poser des problèmes de coordination. Ça fait intervenir des équipes qui travaillent pas forcément ensemble Ensemble dans la vie dans de la tous. vie. Donc on va avoir par exemple les pompiers, la police, si c'est une attaque terroriste, le GIGN, etc., qui n'ont pas l'habitude de se coordonner, qui vont devoir travailler ensemble. C'est des situations surtout qui sont très dynamiques, avec une surcharge d'informations, encore plus avec les réseaux sociaux où on va avoir plein d'informations qui se diffusent en ligne, avec une pression temporelle, il faut réagir de manière urgente parce que des vies sont en jeu. Donc il y a des gros enjeux, que ce soit en vie humaine, en coûts matériels, etc. Donc les responsables, les décideurs sont sous pression, sous stress, et ça va affecter leur prise de décision. Donc on a besoin de systèmes d'aide à la décision, de systèmes d'information, de prédiction, de préparation pour les acteurs. Et puis d'un autre côté, pour la population, on a aussi besoin d'outils de sensibilisation pour, d'un côté, enseigner les bons comportements. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une inondation? Il ne faut surtout pas prendre votre voiture, etc. Et puis pour faire accepter un certain nombre de mesures. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on est confiné en ce moment, ou etc. À quoi ça sert vraiment? Des simulations peuvent aider à faire comprendre ce genre de mesures. Donc pour fournir ces outils de sensibilisation, d'aide à la décision, nous, notre approche, c'est de faire des simulateurs. On va simuler ce qui se passe. Donc il y a plusieurs manières de simuler. On a des simulations mathématiques à base d'équations. Ça, c'est la simulation classique. Le principal problème de ça, c'est qu'on a
un comportement très homogène. Tous les composants du système obéissent aux mêmes équations et se comportent de manière homogène. Au contraire, la simulation à base d'agents, on va représenter chaque constituant comme un agent qui a ses propres propriétés, son propre comportement, et le comportement du groupe, le niveau macroscopique, va émerger des interactions entre les individus au niveau microscopique. Et donc là, on peut avoir un comportement hétérogène, chaque agent est différent, chaque agent prend ses décisions. Et ce qu'on appelle modélisation et simulation sociale, c'est quand chaque agent représente un être humain. On peut aussi simuler d'autres systèmes, on peut simuler des particules, on peut simuler des fourmis, etc. Là, nous, on s'intéresse à simuler des sociétés humaines. Alors, les simulateurs, ils peuvent avoir différents buts qui vont nécessiter différents niveaux de réalisme. On peut avoir des simulateurs pour prédire ce qui va se passer. Par exemple, un modèle météo va nous prédire que tel jour, il va pleuvoir de 17h à 18h. Ça va être plus ou moins précis selon l'échelle temporelle. Ça, c'est un simulateur pour prédire ce qui va se passer. On a besoin qu'il soit très, très précis. On peut aussi avoir des simulateurs pour s'entraîner. Par exemple, un simulateur de vol pour entraîner les pilotes, pour éviter qu'ils cassent un vrai avion à chaque fois. Ou des simulateurs simplement pour l'éducation, pour la découverte, où là, ça peut être encore moins réaliste, puisque le but, c'est juste de montrer certains mécanismes de manière simplifiée. On n'aura pas besoin de les modéliser de manière très, très précise. Donc, la simulation sociale pour la gestion de crise, ça peut servir à plusieurs buts. Déjà, c'est un outil puissant pour l'aide à la décision. On va pouvoir tester des stratégies dans un environnement simulé. Pouvoir tester plein de scénarios. Qu'est-ce qui se passe si je fais comme ci, si je fais comme ça? Et l'intérêt, c'est qu'on peut répéter le même scénario et tester des stratégies différentes à chaque fois, mais répéter exactement le même scénario. Ça permet de gagner de l'expérience entre des événements qui sont relativement peu fréquents et qui ont trop d'enjeux pour pouvoir vraiment tester des choses. On ne peut pas dire, bon, bah, la prochaine inondation, je vais tester telle stratégie, si ça ne marche pas, bon, bah, tant pis, des gens sont morts. Là, on va le tester dans le simulateur. On va dire, bah voilà, on prédit de manière plus ou moins précise, au moins une tendance. Si on fait telle stratégie, il va se passer plutôt ci. Si on fait telle autre stratégie, ça va se passer autrement. Donc, on peut contrôler exactement tous les paramètres des scénarios et on peut les répéter autant de fois qu'on veut, sans engendrer des coûts ou des risques. Et les jeux sérieux, là où on va parler de jeux sérieux, c'est quand on essaye de gamifier en quelque sorte un simulateur interactif, donc de permettre là plutôt à la population, on va dire, d'interagir avec le simulateur de manière un peu ludique en essayant de les engager dans le simulateur pour leur enseigner par exemple des bons comportements. Et aussi un gros avantage, c'est de les faire changer de point de vue, de les mettre à la place des personnes qui prennent les décisions, par exemple, pour se rendre compte que c'est pas si facile de prendre les bonnes décisions, que des fois on se trompe, et qu'ils ne feraient pas forcément mieux à la place. Donc ça leur permet de comprendre l'impact des décisions. Ça permet aussi, en jouant avec, en interagissant avec ce jeu sérieux, d'entretenir une mémoire du risque qui a tendance à s'éroder au fur et à mesure entre des crises. Juste après un événement, on est très conscient du risque, et puis petit à petit, on va oublier jusqu'au suivant. Donc comment on construit ces simulateurs et ces jeux sérieux? On a une méthodologie très incrémentale et très itérative. On fait des allers-retours entre les différentes phases. On va commencer par collecter des données, qualitatives ou quantitatives. Ça peut être des questionnaires, des entretiens avec la population ou avec des experts. Ça peut être des statistiques, des enquêtes en porte-à-porte, des rapports dans les médias, ou même des théories issues de la psychologie, de la sociologie, qui expliquent comment les gens prennent leurs décisions dans telle ou telle situation. À partir de toutes ces données, on va construire un modèle conceptuel avec un degré d'abstraction qui dépend du but de ce modèle. Les agents, on peut les faire très simples, avec un comportement à base de règles. S'il se passe ça, alors je fais ça. Ou des arbres de décision, comme un jeu vidéo, tiens, dans tel cas, tac, 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 et puis on dessine tout l'arbre de décision, il faut scripter tous les comportements. Ça peut être un automate, ça peut être des agents BDI, donc ça c'est un formalisme logique pour représenter des agents cognitifs avec des croyances, beliefs, des désirs, des intentions.
donc BDI, qui vont prendre des décisions en fonction du contexte. Donc c'est un formalisme déjà plus élaboré si on veut rajouter du réalisme. Une fois qu'on a notre modèle conceptuel, on va pouvoir l'implémenter. Il y a plein de plateformes qui existent. J'en parlerai surtout des 2 que j'ai utilisés dans les modèles que je vais présenter. Il faut valider ensuite tout ça. Est-ce que le modèle conceptuel représente bien le comportement? Est-ce que l'implémentation correspond bien au modèle conceptuel? On peut montrer le simulateur à des experts pour leur demander leur avis. On peut comparer avec des données. On peut comparer avec des rapports dans les médias, des statistiques, etc. Donc ça c'est une phase difficile en général pour un simulateur de comportement humain, c'est qu'on n'a pas toujours assez de données sur le pourquoi les gens font ci ou ça. Donc c'est difficile de valider un modèle de comportement comme ça. Une fois qu'on a notre simulateur, on va pouvoir explorer, donc faire tourner des scénarios, des what if, donc et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et si je change ça, qu'est-ce qui se passe? Donc on va pouvoir vraiment expérimenter avec le simulateur. Ça, c'est la partie intéressante. Et puis, dernière étape que j'ai rajoutée, c'est qu'on va éventuellement gamifier notre simulateur pour améliorer l'immersion, pour encourager les gens à vraiment l'utiliser. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il va falloir trouver quel est le rôle du joueur, quelles sont ses actions, comment il gagne des points, comment il gagne ou perd la partie, quel est le scénario, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur trois exemples en particulier. Sprite, Vigiflood et Coff Préhension. Donc les 2 premiers s'appliquent plutôt aux inondations et le suivant s'applique à l'épidémie de Covid. Donc Sprite, c'est un jeu sérieux qu'on a fait il y a quelques années déjà, au départ dans une école du réseau MAPS du CNRS, donc modélisation spatiale. C'est un jeu sérieux sur la gestion du risque d'inondation de l'île d'Oléron par submersion marine. Donc l'île d'Oléron, qui est là, elle est assez basse au-dessus du niveau de la mer et elle est très vulnérable à la submersion marine quand il y a des fortes marées, des tempêtes. Mais c'est des événements qui ne sont pas si fréquents. Donc l'événement sur lequel on s'est basé pour ce simulateur, c'était la tempête Cynthia en 2010, qui avait surpris parce que la tempête précédente, c'était Martin en 99. Donc le risque était sous-estimé. Il y a une espèce de cycle. Après une tempête, on est conscient des risques, et puis petit à petit, ça s'érode, et on a tendance à construire de nouveau en zone inondable, à ne pas entretenir assez bien les digues, etc. Ce qui fait que quand la tempête Cynthia est arrivée, avec une forte marée, des forts vents, il y a eu de sévères inondations qu'on voit sur la carte ici. C'est la zone bleue plutôt sur la côte est et sud-est qui a été inondée. Et après cette tempête, la gestion du risque de submersion marine est redevenue de haute priorité. Donc le jeu sérieux Sprite, il y a trois dynamiques qui sont imbriquées. Il y a la dynamique du joueur. Donc le jeu est à destination des étudiants. C'est pour leur apprendre comment gérer les risques de manière équilibrée. Donc une gestion d'un risque, c'est pas tout dans une case ou tout dans une autre. Il faut gérer différents aspects de manière équilibrée. Donc le joueur, il va prendre le rôle du maire de l'île. On simplifie, il y a un seul maire pour toute l'île, il gère tout sur son île. Il a un budget limité qui vient des impôts sur son île, et il doit à la fois protéger l'île des inondations et garder la satisfaction de sa population. Donc le simulateur, il va simuler les réactions de la population aux actions du maire. Donc la première dynamique en jaune, c'est les tours de jeu. Un tour, c'est une année entière. Le joueur, il va collecter des impôts, la population va agir, ça c'est ce que nous on simule, puis le joueur va agir avec son budget, qui va décider un certain nombre d'actions que je vais vous montrer juste après, et il va dire ok c'est bon j'ai fini, fin du tour. Ensuite, le scénario du jeu va décider s'il y a ou pas une submersion marine cette année-là, s'il y a une tempête avec des inondations. Et tous les 4 ou 5 ans, il y a une élection. Donc on change le maire de l'île, il y a un vote. Donc les résidents simulés vont voter soit pour le maire déjà en place, s'ils sont satisfaits, soit pour un certain nombre de candidats qu'on a générés aléatoirement, avec différents profils. Donc,
Le modèle de submersion, ça, c'est la partie facile. On a fait un modèle assez simple avec une grille. L'eau déborde d'une cellule à l'autre de la grille. C'est un modèle assez simple, mais on voit sur l'image à droite, on voit la carte de l'inondation de Cynthia et à côté la carte simulée par notre simulateur de submersion. On voit que ça reproduit quand même pas trop mal ce qui s'est passé avec Cynthia. Donc, la validation d'un modèle comme ça physique, c'est la partie plus facile. Après, on passe au modèle de comportement de la population, des résidents de l'île. Là, on a fait un modèle assez simple. Chaque agent, chaque résident va habiter sur une parcelle, donc une des cases de l'île. On a posé une grille par-dessus le modèle numérique du terrain. Il évalue sa satisfaction sur sa parcelle suivant 5 critères. On a mis comme premier critère l'aspect écologie, environnement, le sentiment de sécurité, est-ce qu'il se sent protégé des inondations, la valeur commerciale, la valeur immobilière et son taux d'imposition. Est-ce qu'il paye trop d'impôts ou assez d'impôts? Donc ces 5 critères vont participer au calcul de sa satisfaction, sachant que la population est hétérogène. Chaque agent a des préférences différentes. Donc chaque agent a des priorités pour chaque critère. On peut par exemple avoir un agent pour qui l'écologie c'est très important et il veut bien payer des impôts. Un autre agent pour qui le plus important c'est d'être bien protégé des inondations, l'écologie il s'en fiche, etc. Donc chaque agent a des priorités pour chaque critère, on multiplie tout ça, on pondère et ça lui donne une satisfaction. Et en fonction de sa satisfaction, il peut prendre différentes actions. Ils n'ont pas beaucoup d'actions. Les agents, ils peuvent soit arriver sur l'île, si l'île est bien développée, etc., ça peut attirer des nouveaux habitants. Un agent qui n'est pas content là où il habite peut déménager sur une autre parcelle, où il sera plus content, mais toujours sur l'île, ou il peut carrément quitter l'île. Et enfin, les résidents peuvent voter lors des élections pour ou contre le maire, selon qu'ils sont satisfaits ou pas. Donc ça, c'est un modèle assez simple, qui peut donner parfois des comportements un peu surprenants. Par exemple, au début, notre maire, il était toujours réélu, simplement parce que les mécontents, ils ont tendance à déménager. Donc, il n'y a plus que les contents qui votent. Un autre aspect, c'est que les habitants qui restent, en plus, leur satisfaction augmente du fait d'une baisse de la pression immobilière, ils sont moins envahis, donc ils sont plus contents. Le modèle, il pourrait être amélioré. On pourrait rajouter un comportement à base de buts, de plans pour les agents. On pourrait rajouter l'influence des émotions. Est-ce que j'ai peur des inondations? Est-ce que je suis en colère contre le maire, etc. On pourrait rajouter aussi ce cycle de sous-estimation, surestimation du risque. J'ai dit qu'il y avait le critère de besoin de sécurité. On pourrait imaginer que ce critère, il gagne de l'importance juste après une tempête et puis il en reperde par la suite. On ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que le but de ce simulateur, de sensibiliser des étudiants à une gestion équilibrée des risques, il est déjà atteignable avec un simulateur relativement simple. On va voir les scénarios qu'on a fait tourner après, mais ça suffisait à avoir un impact sur les étudiants, donc on n'a pas cherché à complexifier le modèle. À la différence d'un autre simulateur qui s'appelle LithoSim, qui est fait par Nicolas Bécu, Marion Amalric, etc. Ce simulateur-là, il est aussi sur l'île d'Oléron. C'est les mêmes initiateurs du projet Sprite au départ. Mais il est sur l'île d'Oléron, mais il est à destination des décideurs, vraiment. Donc, ils ont fait quelque chose de très précis qui se joue sur une journée entière, en groupe, etc. Et là, il fallait vraiment reproduire des mécanismes beaucoup plus réalistes. Pour en revenir à Sprite, l'interface de jeu ressemble à ça. Donc c'est codé avec la plateforme de simulation Gamma, pour ceux qui connaissent. Il y a un lien pour aller voir une vidéo. Donc l'interface ressemble à ça. Le joueur a accès à une console qui lui donne un certain nombre d'indications. Il y a la carte des inondations passées pour qu'il voit quelles parcelles sont plus exposées que d'autres. Il y a la carte de jeu. Donc on a le modèle numérique de terrain qui lui donne l'altitude, plus c'est foncé, plus c'est en altitude. Et à droite, il a les différents boutons d'action. Donc il a 3 niveaux d'action. Il a l'action sur les digues, il peut construire différentes digues. Des digues par ensablement qui sont très écologiques mais peu protectrices, des digues rocheuses, des digues en béton qui sont très protectrices mais peu écologiques,
Et puis, il a toutes les actions de maintenir les digues, les entretenir au fur et à mesure, ne pas les laisser se dégrader, détruire des digues. Il a des actions sur le PLU, sur le plan local d'urbanisme, c'est la colonne du milieu, où il peut décider de mettre certaines zones classées protégées pour améliorer la valeur écologique, par exemple, de classer des zones constructibles ou non constructibles, donc éventuellement d'exproprier des habitants parce qu'ils sont dans une zone inondable et qu'il a décidé de la rendre non constructible. Et il peut construire des nouvelles habitations pour faire venir plus de population. Et enfin, première colonne, il y a des actions pour développer son île, la valeur commerciale, les infrastructures, les transports, le tourisme, etc. Donc ça va améliorer la valeur de l'île pour ses habitants. Et il peut aussi changer le taux d'imposition. Donc il peut augmenter le taux d'imposition pour avoir plus de budget pour payer ses actions. Toutes ces actions de construire des digues, les entretenir, etc., ça a un coût qui va être payé sur les impôts. Mais s'il augmente trop les impôts, les habitants risquent d'être pas satisfaits, de quitter l'île, et il va baisser d'autant son budget. Donc tout est toujours... il faut trouver le juste milieu à chaque fois. Les actions, elles ont toujours un coût, et puis des effets positifs sur un critère et négatifs sur un autre critère. Pour servir de support, on a aussi fait des cartes tangibles, donc c'est des cartes qui sont imprimées, que les étudiants, les élèves peuvent manipuler, qui leur rappellent les différentes actions avec leurs effets positifs, négatifs. On voit des petits smileys pour indiquer l'effet que ça va avoir sur la satisfaction des différents critères. Donc ces cartes, elles ont été utilisées par Franck Taillandier quand il enseignait à l'université de Bordeaux à ses étudiants du master d'ingénierie civile. Il utilisait ça dans son cours pour leur expliquer la gestion des risques. Donc la séquence pédagogique qu'il avait construite, c'était, normalement c'est une vidéo, mais du coup ça passe pas. Il commençait par introduire les règles du jeu. Ensuite, il laissait les étudiants jouer en binôme pendant 1h20, 1h30. Pourquoi en binôme? Parce que ça les forçait à discuter leurs actions, leurs choix d'action. Quand on joue tout seul, on va avoir tendance à jouer peut-être de façon un peu automatique. Là, en binôme, ils étaient forcés de discuter, d'expliquer leurs choix pour prendre une décision un peu plus éclairée. À la fin de la partie, ils faisaient une petite pause, puis ils débriefaient. Donc ça, c'est la partie vraiment importante avec un jeu sérieux, c'est de débriefer ensuite qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez fait tel choix, qu'est-ce que vous en avez compris. Donc ils passaient 1/2 heure à discuter les expériences des différents binômes. Et ensuite, tout ça servait de support aux cours standards de 3/4 d'heure, où ils discutaient les différentes notions à apprendre, donc la culture du risque, etc., en se basant sur l'expérience de jeu. Il a fait ce cours-là pendant 2 ans, je pense, et il a demandé aux étudiants d'évaluer ensuite leur expérience avec le jeu. Donc ils ont trouvé le jeu très motivant, immersif, agréable à jouer, et que ça améliorait la pédagogie du cours et leur compréhension du cours. Après, on n'a jamais pu faire une comparaison entre la compréhension du cours pour ceux qui avaient fait le jeu sérieux ou ceux qui auraient fait juste un cours classique. Ce qui manque un peu pour mesurer l'impact. Là, c'est basé sur du déclaratif. Les étudiants disent « Ah ouais, c'était cool, j'ai mieux compris que s'il n'y avait pas eu le jeu. » Mais ça reste du déclaratif. Donc Franck, maintenant, il est plus enseignant, il a été recruté chercheur à Aix, donc le jeu est plus utilisé dans ce master. Il y avait une perspective de l'utiliser en collège, mais qui a été suspendue pour confinement, puis resuspendue pour deuxième confinement, puis resuspendue, donc c'est toujours en attente, mais ça pourrait être utilisé en collège à terme. Donc ça, c'était Sprites. Le simulateur suivant dont je vais parler, qui lui est encore en cours de travail, il s'appelle Vigiflood. Il se base sur le contexte des inondations dues à des orages, des pluies violentes, les phénomènes méditerranéens qu'on a dans l'Aude, en particulier dans le sud-ouest de la France, vers l'automne. Donc, je me suis basée sur ceux d'octobre 2018, mais il y a eu à peu près la même chose en octobre 2019, et encore régulièrement, il y a des fortes inondations dans cette région. Donc en 2018, ce qui s'est passé, c'est que le 14 octobre, le dimanche, le département
étaient en vigilance orange, donc c'est le niveau 3 sur 4, pour pluie-inondation. Mais dans la nuit, il y a eu des très fortes pluies, plusieurs communes qui ont été inondées, des dégâts importants. Là, on voit sur la photo à droite, c'est Villegayenc, il y a un pont qui s'est effondré, qui a coupé le centre-village du reste. Et le passage en vigilance rouge n'a eu lieu que le lundi à 6 h du matin. Donc quand les dégâts avaient déjà eu lieu, pour la plupart, il y a eu quand même 15 morts, 99 blessés, plus de 200 communes qui ont été placées en état de catastrophe naturelle et 220 millions d'euros de dégâts. Donc ce système de vigilance météo pour les inondations, il y a deux aspects. Il y a un système de surveillance des cours d'eau, surtout des cours d'eau principaux en fait, qui les classe en rouge, orange, jaune, etc., selon qu'il y a un risque de débordement de ce cours d'eau. Et puis il y a la vigilance Météo France, qui va publier 2 fois par jour, à 16 h et à 6 h du matin, une carte au niveau départemental. Donc elle va allumer un département entier en jaune, rouge, orange, jaune, orange, rouge dans l'ordre, pour dire voilà, il y a un risque de phénomènes de vent violent, d'inondation, de pluie, inondation, d'orage, etc. C'est au niveau du département entier. Et c'est 2 fois par jour. Donc suite aux inondations en octobre, il y avait eu des fortes critiques de ce système qui disaient que la vigilance orange, elle était banalisée, qu'il y en avait trop souvent, qu'on faisait plus attention, que la vigilance rouge était arrivée en retard, que c'était la faute de ce système si s'était passé ce qui s'était passé. Mais des chercheurs, au CEREMA en particulier, ont montré que ces critiques étaient biaisées. En fait de banalisation, c'était seulement la 4e fois de l'année qu'il y avait une vigilance orange pour inondation sur ce département. En plus, la vigilance orange précédente pour orage puis inondation, elle était juste 2 semaines avant. Donc le risque était accru, les sols étaient encore gorgés d'eau. On aurait dû se méfier plus plutôt que moins à cause de ça. Ensuite, ce qui se passe, c'est que l'échelle de vigilance, ce que je disais, elle est départementale. Donc la plupart du temps, le département entier est allumé, mais le phénomène va être beaucoup plus localisé. Un orage, ça ne couvre pas le département. Donc la plupart des personnes vont se dire « Ah, mais en fait, il ne s'est rien passé, c'était une fausse alerte », alors qu'il a pu se passer quelque chose, mais ailleurs. Ça, c'est en cours d'évolution. Météo France réfléchit à faire une vigilance intra-départementale, donc à une échelle encore plus fine. Ensuite, le bulletin de vigilance du dimanche, même s'il était orange, il était déjà très alarmant si on lisait le texte. C'était clair que on était en danger, mais on ne pouvait pas mettre une vigilance rouge parce que c'était difficile à prédire précisément ce qui allait se passer. Et enfin, lundi matin, la vigilance est passée au rouge et pourtant la population refusait parfois d'évacuer parce que le temps était revenu au soleil. Mais simplement, les cours d'eau qui étaient débordés en amont allaient déborder ensuite en aval et ils étaient encore en danger. Donc le problème, c'est qu'il faut vraiment sensibiliser et la population et les élus sur la difficulté de ce système de vigilance, d'alerter la population au bon moment, sans faire des fausses alertes, sans faire des défauts d'alerte non plus. Météo France, a priori, a plutôt tendance à privilégier une alerte, même si finalement il ne se passe rien. Il y a une meilleure tolérance aux alertes pour rien qu'à un défaut d'alerte. Ne pas alerter et ensuite il se passe un événement, c'est beaucoup plus grave que alerter et puis finalement c'est pas si grave. Donc Vigiflood, l'idée du jeu ou du simulateur, c'est de changer de perspective, de mettre les gens à la place de celui qui doit décider. On leur donne un certain nombre d'indices, il y a tel risque qu'il pleuve tant de millimètres demain. Et à partir de ça, ils vont devoir, il y a des boutons d'action en bas de la fenêtre ici, ils vont choisir est-ce que je mets une vigilance verte, jaune, orange ou rouge. Et ça va avoir des conséquences sur la population. Donc on a simulé la population pour réagir à ces alertes. Et en particulier, ils vont gagner ou perdre de la confiance envers la communication du joueur. Comment ça marche cette évolution de la confiance? Nos citoyens simulés, ils ont différents attributs. Ils ont ce niveau de confiance qu'ils vont calculer, de 0 à 100%. Ils ont une certaine mémoire des événements météo passés et des vigilances passées.
avec une profondeur qui représente en quelque sorte leur expérience. Est-ce qu'ils ont déjà vécu des inondations avant ou pas? Donc c'est une population hétérogène. Il y a des citoyens qui se rappellent de beaucoup d'événements et d'autres de très peu d'événements. Ils ont une personnalité, pareil, hétérogène. Donc certains sont plutôt optimistes, plutôt pessimistes. Donc ils vont évaluer les risques différemment. S'ils sont plutôt optimistes, ils vont plutôt dire bon bah d'habitude quand il y a une vigilance orange, il se passe rien, donc là il se passera rien non plus. À partir de tout ça, ils vont calculer un risque subjectif. Je vais expliquer comment ils vont faire. Qui vont comparer à leur propre seuil d'aversion au risque. Il y en a qui tolèrent plus ou moins bien le risque pour décider s'ils évacuent ou pas. Donc comment ils évaluent le risque? Ils vont regarder les événements qu'ils ont en mémoire où il y avait la même vigilance qu'en ce moment. Par exemple, le joueur dit aujourd'hui c'est vigilance orange. Ils vont regarder les X événements de leur mémoire, selon leur profondeur de mémoire, où il y avait déjà eu une vigilance orange. Ensuite, ça va dépendre de leur personnalité. S'ils sont optimistes, ils vont regarder seulement le moins grave de ces événements orange. Ils vont dire, bon, bah, des fois, vigilance orange, il se passe rien, donc là, je suis optimiste, il se passera rien non plus. S'ils sont pessimistes, à l'inverse, ils vont prendre le plus grave. Donc, s'il y avait déjà eu une vigilance orange dont ils se rappellent, où il y avait eu des graves inondations, ils vont s'attendre à ce qu'il y ait encore des graves inondations. Ce que j'ai appelé rationnel, ils vont faire une moyenne de ce qui s'est passé les jours de vigilance orange. Et court terme, ils vont juste regarder le dernier. La dernière fois, il ne s'est rien passé, donc c'est bon, par exemple. Et ensuite, ce risque subjectif, il va être pondéré par la confiance qu'ils ont dans les annonces officielles. Donc si le bulletin de vigilance leur dit attention, c'est grave, mais que eux, ils ont un risque subjectif très bas, ça va dépendre, est-ce qu'ils ont confiance dans ce qu'on leur dit ou pas? S'ils ont très confiance, bon, bah, ils vont oublier leur risque subjectif. Ils vont uniquement se fier aux alertes officielles. Par contre, là où ça devient dangereux, c'est s'ils n'ont plus du tout confiance, ils vont se baser uniquement sur leur estimation personnelle. Ça va les conduire à prendre une décision d'évacuer ou pas, selon que le risque subjectif est suffisant pour évacuer ou pas. Le problème, c'est que le risque subjectif, il peut être très différent du risque objectif, et plus la confiance est basse, plus ce risque subjectif peut différer. Donc le joueur dans Vigiflood a tout intérêt à garder le niveau de confiance, sinon, quand il va dire il faut évacuer, personne ne va l'écouter. Et enfin, la population va mettre à jour ce niveau de confiance en comparant ce qui se passe le lendemain avec ce que la météo leur avait annoncé. Si la météo avait dit vigilance orange et qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, ok, la confiance va augmenter légèrement. Par contre, dès qu'il y a une fausse alerte ou un défaut d'alerte, la confiance va diminuer fortement. Donc la confiance, elle se perd plus vite qu'elle se gagne. Ça, on suit les théories psychologiques de la confiance là-dessus. Ça permet de reproduire un peu, par exemple, la dynamique de l'année 2018. On s'est basé sur les archives météo. Donc en bas, l'histogramme, c'est les pluies. Et la couleur, c'est la couleur de vigilance qui était annoncée ce jour-là. Donc on voit les deux vigilances précédentes qu'il y avait eu. Il y avait une vigilance orange vers le mois de janvier et vers le mois de février, où on voit que la confiance baisse parce que finalement, ils avaient été placés en vigilance orange, mais pour la plupart, il ne s'est rien passé. Donc ils ont considéré que c'était une fausse alerte. La confiance a baissé, c'est la courbe bleue en haut, et puis elle est remontée lentement à la normale. On est parti avec une confiance à 100% au départ. Ensuite, arrive octobre 2018, où là, il y a eu ce qu'ils ont considéré comme un défaut d'alerte, puisqu'ils ont pensé qu'il aurait fallu que ce soit une vigilance rouge et pas orange. Là, la confiance diminue très fortement. Et comme la confiance diminue, l'évaluation du risque va diminuer aussi, puisqu'on n'écoute plus les alertes officielles. Donc l'interface du jeu, ok, on voit rien, mais vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait un panneau météo qui donne la pluie attendue pour le lendemain. En fait, je vais plutôt montrer ça. La boucle de jeu, chaque tour de jeu, c'est une journée. Le joueur va se baser sur les prévisions météo qu'on lui donne pour décider la couleur de vigilance. Donc il va entrer vigilance verte, jaune, orange, rouge. La population va réagir à ça. On lui dit vigilance rouge, elle va éventuellement déjà évacuer ou pas évacuer. Donc elle va prendre un certain nombre d'actions et elle va calculer le risque subjectif attendu.
Ça donne un feedback au joueur qui va déjà voir s'afficher ces indices-là sur son écran. Ensuite, on passe au jour suivant où on observe la météo réelle. La population va la comparer avec ce qui était prévu, ce qui était annoncé, et va mettre à jour sa confiance et va aussi éventuellement aller se mettre en sécurité si finalement il pleut énormément. Et là, on a de nouveau un feedback au joueur avant de passer à la décision suivante. On a fait une première évaluation de ça en ligne. On a eu 77 participants, surtout d'Occitanie et d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais de tous les âges et de différents niveaux d'expérience des inondations. Donc, qui avaient déjà vécu des inondations graves ou pas. En particulier, dans l'Aude, on a eu des victimes des inondations de 2018 qui ont répondu au questionnaire. Alors, on leur a demandé plusieurs choses. On leur a demandé s'ils étaient conscients du risque qui était induit par une vigilance orange avant de jouer, et puis on leur a redemandé après avoir joué un certain nombre de jours dans la peau du décideur. Ce qu'on a montré, c'est que, au moins de manière déclarative, les joueurs disent que ça a amélioré leur conscience du risque induit par une vigilance orange, ça a amélioré leur compréhension de la difficulté d'annoncer le bon niveau de vigilance, et ça a amélioré le fait que s'il y a des fausses alertes, ils vont quand même écouter les alertes suivantes. Mais ça reste du déclaratif. C'est difficile de mesurer l'impact de ça à long terme. Est-ce que les personnes qui ont répondu au questionnaire, effectivement, la fois d'après, elles ont vraiment écouté la vigilance ou pas? Là, ça reste compliqué. Autre chose qu'on leur a demandé, c'est aussi de noter ce jeu. Donc, en moyenne, elles ont trouvé que c'était plutôt utile d'avoir ce genre de simulateur, que ça serait pas mal de les avoir à l'école, éventuellement en mairie. Par contre, sans surprise, pour l'instant, c'est super ennuyeux à jouer. Le joueur a juste à décider le niveau de vigilance et il ne se passe pas grand-chose d'autre que de dire bon, bah, la population, elle a plus confiance en toi. Donc, on est en train de travailler pour améliorer un peu les choses. Il y a un deuxième simulateur qui est en NetLogo que vous pouvez aller voir sur ces liens, en français ou en anglais, où on voit là la population qui évacue ou pas, on voit la courbe de confiance, on voit la vigilance moyenne dans la population, et puis le joueur doit choisir, trouver une espèce d'équilibre entre sous-alerté ou sur-alerté, et voir l'impact que ça a sur la confiance. Le but à terme, ce serait de pouvoir utiliser ça dans des collèges, par exemple, pour sensibiliser les enfants. Voilà pour Vigiflood. Donc ça, c'est des travaux qui sont toujours en cours, même si un petit peu en stand-by en ce moment. Et le dernier projet dont je vais parler, mais là très vite, ça s'appelle COF Préhension. Donc ça, c'est un site web, vous avez le lien ici. C'est un collectif de chercheurs qui essaye d'expliquer de manière simple, mais avec des outils scientifiques, l'épidémie de Covid. Donc ça a été lancé par Arnaud Banos et d'autres simulateurs. Maintenant, on est une bonne trentaine dans le collectif, à la fois des informaticiens, des épidémiologistes, des médecins, etc. Il y a un peu de tout. Et le but, c'était vraiment de pouvoir comprendre ce qui se passait, visualiser les mécanismes et dépasser les peurs, les angoisses, en devenant acteur de ça. À la fois pour le public qui va consulter le site, poser des questions et comprendre ce qui se passe, et à la fois aussi pour les simulateurs, pour nous, qui avons eu l'impression de servir un peu à quelque chose dans une période difficile. Donc à quoi ça ressemble? C'est des simulateurs en NetLogo, donc comme pour le dernier sur Vigiflood, où on voit les agents qui se déplacent sur cette carte. On a des graphiques éventuellement qui montrent des moyennes de certains indicateurs. Et les personnes qui consultent le site peuvent interagir sur certains paramètres pour regarder ce que ça change. Qu'est-ce qui se passe si tant de pourcents de population respectent la distanciation physique ou pas, par exemple. Donc ça permet d'expliquer, de visualiser l'effet de paramètres d'hypothèses, en aucun cas de prédire. C'est des simulateurs très simples, très simplifiés, volontairement,
pour comprendre vraiment les mécanismes et absolument pas pour prédire que tel jour, il va y avoir une deuxième vague et il y aura tant de personnes dans les hôpitaux. Ça, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. De toute façon, au départ, on connaissait vraiment très peu de choses sur le virus et on aurait été bien normal d'essayer de prédire quoi que ce soit. Donc, il y a... Comment fonctionne ce site? C'est n'importe qui peut poser des questions sur un formulaire. Et ensuite, un sous-groupe de chercheurs du collectif se forme pour essayer de répondre à cette question en produisant un texte et un simulateur. Je vous invite à aller voir sur le site si vous voulez. Il y a déjà une vingtaine de questions répondues à peu près. Là, je vais juste vous en montrer une qui s'appelle le jeu du confinement. C'était pour répondre à pourquoi on est confiné, globalement. Le joueur, il va décider quand est-ce qu'il confine et quand est-ce qu'il déconfine la population. Sur la carte, il voit les maisons et les agents qui sont dans leur maison ou pas. Il y a un modèle très simple de propagation d'épidémie dessous. Quand des agents sont en contact, ils se transmettent le virus s'ils sont malades. Et quand le joueur décide qu'il y a confinement, tout le monde respecte le confinement tout de suite. Il n'y a pas, personne ne fait un métier à l'extérieur qui nécessite de voir des gens. Tout le monde se confine immédiatement et pour toute la durée du confinement. Et malgré ça, ça montre quand même que le problème n'est pas si simple, parce que le joueur doit à la fois limiter le pic épidémique, combien de gens sont malades en même temps, le nombre total de contaminations, mais il essaye aussi de limiter le temps total de confinement. Il va pas, s'il confine tout le monde pendant 2 mois, effectivement, ça va limiter le pic épidémique, mais la population ne sera pas forcément très contente. Donc là, on voit sur la carte, les barres oranges, c'est les périodes de confinement. Donc il y a eu un confinement, puis un déconfinement, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Donc le joueur va pouvoir tester lui-même ce qui se passe pour essayer de comprendre pourquoi nos dirigeants nous confinent, nous déconfinent et nous reconfinent, en quelque sorte. Et ça montre que le problème n'est pas si simple. Ça a été utilisé dans des classes de collège, par exemple, pour leur expliquer un peu ce qui se passait. Voilà. Donc, pour conclure cette présentation, les simulateurs interactifs, les jeux sérieux en gestion de crise, ça peut être très utile, en particulier pour changer de rôle, comprendre d'autres points de vue en changeant de perspective. Donc, par exemple, prendre le rôle du maire de l'île pour comprendre pourquoi on se fait exproprier, ou prendre le rôle du dirigeant qui nous confine ou nous déconfine. Ça permet de débattre entre les joueurs, ça permet de tester différents scénarios, ça permet d'expérimenter pour comprendre les mécanismes sous-jacents et de gagner de l'expérience entre des crises. Après, on a aussi des difficultés, en particulier d'évaluation. Comment on va évaluer l'impact que ces jeux ont à long terme, au-delà des questionnaires déclaratifs qu'on a pu montrer ici, où les gens disent « Ah oui, c'était utile, oui, oui, j'ai bien compris ». Est-ce qu'à long terme, cette compréhension va rester et va vraiment avoir un impact le jour où il y aura une crise qui va se produire? Aussi, comment on peut combiner des situations avec des enjeux élevés, des vies humaines, et en faire un jeu avec des aspects ludiques? Je me rappelle du questionnaire Vigiflood après les inondations dans l'Aude, donc c'était quelques mois après ces inondations, et il y a des personnes qui m'ont répondu au questionnaire en disant « Mais moi, j'ai perdu ma maison dans ces inondations, je ne comprends pas que vous puissiez appeler ça un jeu. » Donc, est-ce qu'on appelle ça un jeu sérieux, un simulateur interactif? Est-ce qu'on a le droit de faire un jeu sur ce genre de choses? C'est des questions à débattre, voilà, si vous en avez d'autres. Très bien, merci beaucoup Carole pour ce super exposé. Alors je vais laisser la parole à l'audience. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Éventuellement, mettez-la sur le chat, mais vous pouvez aussi prendre la parole sans souci. Alors, y a-t-il des questions? Alors, une question de Nobi. Allez-y. Ok. Oui. Bonjour Carole. Bonjour. J'espère que vous vous souvenez de moi. J'ai fait mon stage. Oui, oui. Oui. Actuellement, je fais une thèse en simulation de piétons. Au début, vous avez mentionné le comportement hétérogène des agents. Oui. Et vous avez énoncé du genre que, avec un modèle mathématique, les comportements sont plus ou moins homogènes, alors qu'avec
modélisation agent, les comportements sont plus ou moins hétérogènes. Ouais. Et après ça aussi, vous avez mentionné qu'avec la modélisation, on utilise des scripts ou des BDI. Et ma question, c'est que... Ouais. Et ma vraie question, c'est que si on utilise un script, c'est que tous les agents vont se comporter de la même manière, vu qu'ils vont suivre le script. Donc, ils vont suivre le script, mais ils ont différents attributs qui vont influencer la manière dont ils le suivent, en fait. Par exemple, mes agents dans Sprite, qui vont évaluer leur satisfaction, certains vont se baser uniquement sur l'écologie, d'autres vont se baser plutôt sur leur protection des inondations, d'autres sur la valeur commerciale. Et donc, ils ne vont pas évaluer la même situation de la même manière. Ils ne vont pas... Ah, par rapport à leurs attributs. Chaque agent a des attributs différents, alors que dans une équation, on a une équation qui régit le système. Par exemple, pour les modèles d'épidémie, on a des modèles à compartiments qui sont basés sur des équations à dérivée partielle, où on va juste dire, voilà, le nombre d'infectés, il dépend du nombre d'infectés au tour d'avant et du nombre d'agents total et d'un bêta qui représente le taux de contamination. Et il dit absolument pas que, tiens, tel agent, il respecte bien les gestes barrières et tel autre, il ne les respecte pas. Il nous donne une valeur, voilà, il y a tant d'agents qui seront affectés au prochain tour, mais on ne sait pas pourquoi, comment. Tous les agents sont homogènes, on s'en fiche en fait de savoir lequel est infecté ou lequel ne l'est pas. On a juste le nombre d'agents infectés. Alors qu'avec un modèle multi-agent, on va pouvoir dire, bah voilà, ceux-là, ils respectent la distanciation, ceux-là, ils mettent bien leur masque ou pas, et ça va changer ce qui se passe. Ok, c'est clair. Merci. De rien. Alors, on a une question maintenant de Jean-Michel Auberlet. Oui, bonjour Carole. Donc, je travaille avec Toby, hein, donc je suis un de ses encadrants de thèse. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est par rapport aux conditions initiales. C'est comment on initialise les populations, je veux dire avec quelles données, et puis, alors, si je sors un peu des objectifs initiaux, est-ce que ce serait raisonnable d'envisager des conditions initiales un peu extrêmes, voire qui n'existent pas, pour trouver des nouvelles solutions en fait, ou des nouvelles stratégies? Ouais. Alors comment on les initialise, ça dépend vraiment des simulateurs. Il y en a où on fait du hasard, une distribution, une gaussienne autour d'une moyenne ou quelque chose comme ça. D'autres, on va pouvoir se baser sur des statistiques si on en a. Par exemple, j'avais fait un simulateur pour les incendies en Australie où on avait des statistiques sur voilà, la population, il y en a tant de pourcents qui ont évacué à pied, tant de pourcents qui ont évacué en voiture, tant de pourcents qui sont restés défendre leur maison. Donc dans ces cas-là, on peut initialiser la population à partir de ça. On a aussi, je disais que j'étais sur un projet sur l'évolution de la mobilité, la ville du futur, tout ça. Là, on se base sur des enquêtes ménage-déplacement pour avoir le pourcentage de personnes qui prennent plutôt leur voiture, leur vélo ou le tram pour aller au travail. Sinon, beaucoup de fois, on fait pour Sprite avec les critères, l'écologie, la valeur commerciale, tout ça, on a mis une distribution au hasard de ces critères dans la population. Et comme tu disais, oui, avoir une initialisation extrémiste exprès pour regarder ce qui se passe, c'est très intéressant. C'est justement l'intérêt de la simulation, c'est de pouvoir tester. Voilà, si je fais telle stratégie et que la population, elle a absolument pas confiance en moi au départ, est-ce que j'arrive à regagner cette confiance, par exemple? Donc ça permet de tester des scénarios qu'on n'aurait jamais dans la vraie vie. D'accord. Et il y a une grande sensibilité aux conditions initiales, justement, des modèles, enfin des outils? Bah ça, c'est des choses qu'il faudrait tester, justement. Il y a des outils comme OpenMall qui permettent de tester la sensibilité à chaque paramètre de la simulation. Donc il faudrait que ça ne soit pas trop sensible à certaines choses. Et une dernière question, j'allais dire le pas de simulation, on est plutôt proche de simulation à événements discrets ou on a une fréquence de calcul assez élevée? Alors élevée, bien sûr, tout est relatif. C'est-à-dire le pas de ce que représente un pas de temps, tu veux dire? Oui, oui. Bah ça dépend vraiment des simulateurs. C'est une des questions qu'on se pose au départ. Par exemple, le Sprite, un pas de simulation, c'est une année entière. Donc le joueur va prendre toutes les actions pour l'année, il va dépenser son budget de l'année.
Alors que pour Vigiflood, un tour de jeu, c'est une journée. Donc j'ai la météo du jour, j'annonce quelle vigilance pour demain. D'accord. En fait, du coup, le pas de temps, il est défini en fonction, en fonction du scénario qu'on veut. Et puis des données qu'on peut disposer pour voilà. faire évoluer. D'accord. Ma doctorante qui travaille sur la mobilité domicile-travail dans la ville, elle a un pas de temps d'à peu près 1 heure. On va regarder à quel moment il y a des pics de circulation, etc. Donc c'est une question qu'on se pose justement au départ. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Alors moi, j'ai quelques questions, du coup. Tu as évoqué donc rapidement les formalismes que tu pouvais ou que tu avais utilisés, BDI, planification, ouais. arbre de décision, automate. Quels sont parmi ceux que tu as utilisés les formalismes où il y a de la représentation de connaissances d'une manière un peu explicite et puis associée avec du raisonnement derrière? Alors ça serait plutôt des agents cognitifs type BDI. Les agents BDI, on leur donne des croyances, donc c'est leur représentation du monde, je crois que ci ou ça. Ils peuvent se tromper, d'ailleurs, dans leurs croyances. Le modèle des incendies dont je parlais, là, on s'est basé sur des agents BDI. Donc, ils peuvent croire que le feu approche à tel endroit, ou ils peuvent croire que leur maison est suffisamment solide pour résister au feu. Ils peuvent se tromper. Ensuite, ils ont des désirs. Donc, ce qu'on appelle désir dans le BDI, c'est tout ce qu'ils aimeraient bien atteindre. Éventuellement, c'est contradictoire. Ils veulent à la fois être en sécurité, que leur maison résiste au feu, que leurs enfants soient en sécurité, etc. Donc, ils ne peuvent pas tout faire à la fois. Donc, ces désirs vont avoir différentes priorités, et puis ils sont plus ou moins faisables aussi. Ils vont en choisir un sur lequel ils vont s'engager, ça va devenir leur intention, donc ça c'est le dernier niveau. Ils vont par exemple adopter l'intention de défendre leur maison des flammes. Bon, ils ne seront pas en sécurité, donc ce désir-là, il passe à la trappe, mais ils ont l'intention de protéger leur maison, et à ce moment-là, ils vont chercher des plans d'action qui leur permettent de défendre leur maison. Donc, ils vont allumer les arroseurs d'eau qu'ils ont sur le toit, par exemple, ou ils vont remplir leur piscine, ou ils vont, etc. Ils vont prendre des actions concrètes pour atteindre cette intention. Donc là, il y a vraiment des représentations explicites de leurs croyances, de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et de comment ils peuvent faire, comment ils peuvent atteindre leurs différentes intentions. Ok, et il y a du raisonnement du coup à la base de, enfin, qui utilise ces représentations? Ouais, ils vont raisonner sur. Ils vont raisonner. Par exemple, est-ce que dans la détermination de l'intention parmi les désirs, est-ce que ça c'est du raisonnement, j'imagine? Oui, ils raisonnent à la fois sur qu'est-ce qui est faisable ou pas. Parmi mes désirs, il y en a certains que je ne peux pas atteindre, donc ceux-là, je les élimine. Ensuite, parmi ceux que je peux atteindre, lesquels sont plus prioritaires pour moi, et je vais sélectionner le plus prioritaire de tous. Je vais en faire mon intention, je vais essayer de l'atteindre. Après, s'il se trouve que mon intention devient infaisable, bah, je peux changer. Ok. Donc, il y a une mise à jour aussi au fur et à mesure de... Et est-ce que tu dirais qu'il y a de l'apprentissage alors du coup? Parce qu'on n'en est pas loin. Pas vraiment, parce que les plans sont... Il n'apprend pas des nouveaux plans. Il a un certain nombre de plans, il en essaye un. S'il ne marche pas, il en essaye un autre. Mais il n'apprend pas vraiment au fur et à mesure. C'est pas de l'apprentissage par renforcement où il apprendrait au fur et à mesure que tiens, tel plan est meilleur que tel autre. Non. Si plus tard il a de nouveau un contexte similaire, il va reprendre le plan qui va bien dans le contexte. C'est quelque chose qu'on pourrait rajouter par-dessus, éventuellement. Par exemple, ma doctorante en ce moment qui travaille sur ce projet de mobilité, elle rajoute un coefficient d'habitude sur les plans qui fait que certains plans vont devenir plus saillants au fur et à mesure qu'on les utilise. Donc si tous les matins on prend notre voiture, on va prendre notre voiture de manière automatique sans reconsidérer que tiens, aujourd'hui il fait beau, j'aurais pu y aller en vélo. Donc quelque part, c'est pas vraiment de l'apprentissage au terme où c'est pas que le plan est meilleur, au contraire des fois le plan est moins bon,
mais on s'habitue tellement à utiliser ce plan qu'on va l'utiliser par réflexe, en fait. Ok. Alors, une autre question sur le lien entre le game design et l'IA. Est-ce que tu as dit là avec l'outil sur le Covid, c'est un outil essentiellement pour comprendre ce qui se passe. Ouais. Du coup, est-ce que vous avez intégré, comment dire, un côté un peu explicabilité, mais d'une manière un peu visuelle. Enfin, comment l'utilisateur fait pour bien comprendre en fait ce qui se passe? Quelles sont les mécaniques là qui sont utilisées? Et ben, l'explicabilité, elle vient du fait qu'il peut tester des choses, en fait. C'est-à-dire, l'utilisateur, au départ, il va se poser des questions: «Tiens, pourquoi on est confiné? Qu'est-ce qui se passerait si on n'était pas confiné?» Bah, il va pouvoir tester: «Tiens, moi, je choisis de jamais confiner. Oups, tout le monde est malade très vite en même temps et mon pic épidémique, il dépasse le plafond». Donc il se rend compte de ce qui se passe. Il va se dire: «Bon, OK, je vais confiner un peu, mais je vais essayer de confiner pas trop longtemps». Mhm. Et puis, il y a des gens qui étaient en période d'incubation qui vont sortir du confinement et qui vont retomber malades et contaminer les autres autour etc. Donc l'explication vient du fait que quand on se pose des questions, bah, on peut les tester et on peut regarder ce qui se passe avec telle ou telle action et comprendre pourquoi telle action marche pas. Ouais, ouais, ouais. Et même question sur sur la simulation par rapport aux inondations. Est-ce que, euh, est-ce que là, vous avez un mécanisme qui permet entre un pas, enfin, d'une année à l'autre, en fait, de la simulation, qui permet aux joueurs d'avoir une compréhension, non pas d'avoir juste le résultat de ce qui s'est passé, mais de savoir pourquoi il s'est passé telle chose et, enfin, est-ce que ça s'est mis en place ou est-ce que c'est pas nécessaire? Alors, pourquoi la population a fait ci ou ça? Mhm. Alors dans Gamma, le premier là, le sprite, il est codé avec la plateforme Gamma, on peut aller explorer dans la tête des agents. Donc on peut aller voir, voilà, tel agent, il avait une priorité pour l'écologie et Mhm. il a construit des digues en béton, du coup il n'était pas content. Ça doit être pour ça qu'il est parti, par exemple. On peut aller voir la valeur des attributs, la valeur de tout ce qui est dans la tête de l'agent. Agent par agent, on peut regarder ce qui D'accord. s'est passé. Si on veut zoomer vraiment. Donc là, on est vraiment dans l'explicabilité. Ouais, tout à fait. Qui fait quoi, pourquoi. Ok. Mais en général, Ouais. ils ne le font pas, en fait. Enfin, les étudiants, ils regardent, bon, bah voilà, ils ont plutôt les indicateurs agrégés qui vont leur dire la population est satisfaite. On leur donne aussi une valeur agrégée de, voilà, la valeur écologique de ton île en ce moment, c'est tant, la Ouais. valeur commerciale, c'est tant. Et après, ils ont des actions pour améliorer la valeur, développer le tourisme, des choses comme ça. Donc ils regardent plus à un niveau agrégé que d'aller zoomer sur tel ou tel agent, pourquoi il a fait ça. Ouais, évidemment, parce que et du coup, c'est peut-être une autre question, ça. Enfin, combien d'agents, est-ce que vous avez eu des soucis je sais pas moi, de performance parce que trop d'agents à gérer? Ouais, alors quand il y a trop d'agents, ça va déborder. Là, on est resté sur quelques dizaines ou centaines d'agents. On peut en gérer quelques milliers. Après, Gamma, par exemple, on peut faire tourner les simulations sur des grilles de manière distribuée. Julius Bangaté, qui a fait sa thèse avec nous, qui a fini il y a pas tout à fait 2 ans, il a simulé l'évacuation de Grenoble en cas de tremblement de terre. Donc là, c'est une immense population. Il l'a fait tourner sur une grille et ça tourne parfois toute la nuit pour avoir des résultats. Donc il y a des techniques pour faire tourner des simulations très lourdes avec beaucoup, beaucoup d'agents. Plus le modèle des agents est complexe et plus ça va prendre de temps aussi. Si on a des agents BDI, par exemple, Mhm. ça va prendre un petit peu plus de temps pour arriver à une décision que des agents qui ont des règles réflexes, si alors, où là, ça va très, très vite. Ouais, ouais, évidemment. Peut-être dernière question pour moi, enfin, sauf si n'hésitez pas à poser vos questions, hein, si vous en avez. Euh,
Donc là tu travailles sur des jeux sérieux. Est-ce que tu as eu peut-être des contacts avec des sociétés, enfin avec des studios de développement de jeux plus de l'industrie, quoi? Parce que ça pourrait éventuellement, enfin il y a quand même des liens avec certains jeux de simulation, enfin de stratégie, des choses comme ça. Il doit y avoir des liens, ouais, mais j'ai pas encore eu de contact. Je sais qu'un collègue avait lancé une thèse CIFRE avec une start-up de jeux vidéo qui a claqué avant la fin. Et ça l'a un peu refroidi. Moi, j'ai pas encore eu de contact avec des entreprises sur ce sujet. Ok. Pas d'autres questions? Bon, bah écoute, on va te remercier. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Merci. C'était vraiment très très bien. J'en profite là avant qu'on se déconnecte tous pour vous annoncer donc le 28 juin dans le cadre de PFIA, donc qui est la plateforme en intelligence artificielle, qui est une semaine de conférences et de workshops dédiés à l'intelligence artificielle qui va se faire normalement à Bordeaux, donc la semaine du 28 juin. Donc le 28 juin, il y aura une journée jeux et IA qui est en cours d'organisation. Et voilà, donc peut-être que ça pourra probablement vous intéresser. Donc j'enverrai sur les mêmes listes que celle du GT l'annonce là quand l'organisation sera complètement bouclée, mais a priori ça va être dans très peu de temps. Voilà, merci encore Carole, et puis à bientôt pour un nouveau séminaire. Bonne journée à tous. Bonne journée.